Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 22 janvier dans votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme. Nous sommes ensemble encore pour une petite demi-heure consacrée bien évidemment à l'actualité vendéenne du jour. Actualité à laquelle vous pouvez bien sûr réagir si vous le souhaitez avec le WhatsApp officiel de la matinale que voici. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Il arrive sur la tablette qui est posée juste devant moi. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale, Dominique Potincan, présidente de l'association des arts et des mots. Elle organise ce week-end, demain même et samedi, la deuxième édition des nuits de la lecture à Longeville-sur-Mer. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr et sur la chaîne YouTube TV Vendée Actu. On se tourne maintenant vers votre météo en ce jeudi. Quel temps va donc-il faire en Vendée ? La pluie est présente ce matin sur l'ensemble du département. C'est un mélange entre averses, éclaircies et nuages. Comptez 7 à 9 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, le ciel va commencer à se dégager avec de belles éclaircies qui devraient arriver notamment par le littoral. Mais les pluies resteront néanmoins présentes dans les terres. Les températures resteront douces avec 10 à 12 degrés. Je vous rappelle que le département est toujours placé en vigilance jaune pour vagues submersion jusqu'à ce soir 20h. Et en parlant de vagues, il est temps justement de regarder les marées pour aujourd'hui. Quels sont donc les horaires des marées et les coefficients du jour ? On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer cette nuit à minuit 44. La prochaine est prévue à 3h06. La première pleine mer est à 6h36. La prochaine ce sera donc à 18h49. Coefficient du jour assez important, 85 à 84. Coefficient identique dans le nord-ouest vendéen au niveau du passage du Gois avec une première basse mer qui était cette nuit à minuit 58. La prochaine ce sera à 13h21. La première pleine mer c'était ce matin à 6h19 et la prochaine ce sera donc à 18h35. Le soleil lui aujourd'hui se lève à 8h39 et se couchera ce soir à 17h54 et nous fêtons aujourd'hui les Vincent. Bonne fête donc à tous et il est temps de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par cet appel à témoins lancé par la gendarmerie nationale de la Vendée pour disparition inquiétante. Dominique Girard, 64 ans, domicilié à Chavagne-en-Paillé, aurait quitté son domicile à pied mardi matin et demeure introuvable. Il mesure 1m65-70, est de corpulence normale, cheveux courts et grisonnants. Si vous disposez d'informations pouvant aider dans les recherches, composez le 17 ou contactez la brigade de gendarmerie des Herbiers au 02 51 91 01 88. En 2025, les sapeurs-pompiers de la Vendée ont réalisé 250 interventions pour des incendies liés à des cheminées et depuis un mois et demi, de nombreux incendies de maisons ont eu lieu dans le département, dont 3 mortels, principalement dus à des systèmes de chauffage. En effet, en hiver, vous êtes nombreux à utiliser votre cheminée ou votre poêle afin de ne pas trop alourdir votre facture énergétique, mais il faut rester vigilant et surtout assurer un entretien régulier de vos systèmes de chauffage afin de garantir leur bon fonctionnement, mais aussi votre sécurité. Reportage de Jeanne Bell. En 2025, les sapeurs-pompiers de la Vendée ont réalisé 250 interventions pour feux de cheminée. Alors, pour Dominique, pas d'impasse sur la vérification. On a toujours eu une cheminée, par contre, on joue pas avec le feu, donc je la faisais ramoner régulièrement, une fois par an minimum. Il fait appel au petit ramoneur vendéen qui vient 2 fois par an vérifier l'état de la cheminée. Donc voilà, je fais le petit coup de nettoyage en dessous le cendrier et c'est bon pour moi. Hop. On est passé donc 2 fois avant l'intervention d'aujourd'hui. La première fois, on avait un petit peu de bistre qui avait été relevé. C'est l'effet de la fumée quand elle repasse en dessous les 60 degrés. Ça peut être provoqué par pas mal de choses, donc notamment du bois humide, un mauvais tirage, un problème de chapeau. Et donc là, effectivement, on avait toujours du bistre. Donc là, on a fait un grand nettoyage, ce qu'on appelle un ramonage rotatif, pour vraiment repartir sur un conduit propre et sain. Ne pas laisser de feu sans surveillance ou encore s'équiper de détecteurs de fumée, tous les conseils sont bons à prendre. Mais attention, la révision de vos autres moyens de chauffage est également nécessaire pour éviter les risques d'incendie ou encore les pannes. Tout ce qui est après entretien, c'est tout comme tous les appareils, on fait ça 1 fois par an. Ça permet de vérifier l'appareil,
Donc souvent, on passe par des contrats d'entretien qui permettent d'être appelé après avoir une intervention régulière, et ça permet d'entretenir un appareil et de le maintenir au mieux, quoi, on va dire. Comme ça, on se rend compte de ce qu'il faut faire et on fait un entretien. C'est comme une voiture, on fait l'entretien et moins on a de risque de tomber en panne derrière, quoi. C'est surtout ça. Et ça permet de faire un contrôle de tout ce qu'il y a autour. L'eau, voir si elle ne devient pas avec de la boue, et ainsi de suite. Et ça permet que tout fonctionne normalement, quoi. Un certificat d'entretien ou de ramonage vous est ensuite remis pour déclarer à l'assurance le respect des réglementations. Nous suivons cette semaine le procès d'Emmanuel Abaï Sanga, le meurtrier présumé du père Olivier Maire, assassiné en août 2021 au sein de la congrégation des frères Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Hier se tenait donc la 3e journée de débat devant la cour d'assises de la Vendée au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Ce mercredi, de nouveaux témoins ont pris la parole à la barre du tribunal. Parmi eux, la médecin légiste qui a réalisé l'autopsie du corps du prêtre décédé ou encore des psychiatres en charge des examens de l'accusé. Florian Wozniak nous raconte cette 3e et avant-dernière journée de procès. Comment le père Olivier Maire a-t-il été assassiné? Cette question était au cœur des débats ce mercredi matin à l'occasion de l'audition de la médecin légiste qui s'est déplacée sur la scène de crime et qui a réalisé l'autopsie du prêtre. Une chose est sûre, des échanges de coups ont bien eu lieu dans les escaliers du lieu de vie où vivait l'accusé et la victime. Cette dernière a été retrouvée la tête ensanglantée. L'autopsie, elle, est claire. 6 plaies ont été constatées sur la tête de la victime. Des coups ayant causé des traumatismes crâniens ont également été observés. Ces derniers ayant causé des hémorragies cérébrales, entraînant d'abord le coma, puis le décès de la victime. Mais une question subsiste, quel objet a bien pu être utilisé pour réaliser tous ces dégâts ? Il y a une incertitude importante, en effet, sur l'arme qui a pu servir à assommer, massacrer le père Maire. Ce que l'on sait avec suffisamment de certitude, c'est que la chaise qu'on a retrouvée détruite sur place n'a pas été l'arme du crime. On a un objet contondant qui a créé des blessures extrêmement graves qui ne peuvent pas être expliquées par le choc d'un barreau de chaise. La seconde partie de la journée était cette fois-ci consacrée à l'étude du profil psychiatrique de l'accusé et la question d'une potentielle altération de son discernement. C'est en effet un état de stress post-traumatique qui a été décelé par plusieurs psychiatres qui ont pu réaliser des examens d'Emmanuel Abaï Sanga. Ce dernier semble par ailleurs avoir augmenté sa position de victime à plusieurs reprises tout au long de son séjour chez les frères Montfortin ou pendant ses différentes auditions. Des problèmes de santé bien réels, mais un passé transformé. Voici donc ce qui ressort de cet après-midi d'audience. Alors quelle sera la teneur des plaidoiries des avocats des parties civiles? Quelle sera la ligne de la défense et surtout, l'accusé va-t-il prononcer ses premiers mots à l'occasion de son procès? Réponse ce jeudi. Hier, une délégation des jeunes agriculteurs et de la FDSEA a rencontré les élus de la communauté d'agglomération de Terre de Montaidu au sujet de l'approvisionnement de la restauration collective. Vendredi dernier, les syndicats agricoles s'étaient mobilisés pour vérifier l'origine des produits servis dans les cantines, EHPAD et hôpitaux. Ils ont constaté des écarts avec le cahier des charges, notamment sur l'origine française des viandes, d'où cette rencontre hier. Les échanges se sont déroulés dans un climat calme et transparent. Les élus se sont engagés à renforcer les contrôles et à soutenir la production locale et les circuits courts. L'accord Mercosur a également été abordé. Vendredi, c'était de traquer l'origine des produits et voir un petit peu comment les repas, enfin ce qu'il y avait dans les assiettes de nos enfants ou de nos aînés dans les EHPAD. On peut s'apercevoir que sur le cahier des charges qu'on a eu, que c'est bien marqué 100% français sur la partie viande, mais que finalement, c'est pas ce qu'on a vu forcément vendredi dans les restaurants. Si on n'est pas d'accord avec l'État concernant le Mercosur qui viendrait de signer, c'est aussi nos élus qui, en bas de l'échelle, qui vont pouvoir remonter aussi tous ces éléments et puis nous aider, quoi. On est déjà arrivé à un dégoût du métier par beaucoup d'agriculteurs. Alors les jeunes, ça sera exactement pareil. Il faut qu'on arrive à vivre décemment de notre métier. On ne veut plus de concurrence déloyale.
Nous nous sommes engagés à organiser nous-mêmes des contrôles continus et épisodiques pour vérifier que de l'intention de l'achat de produits locaux à la réalité, on soit bien conforme. Nous allons travailler pour nos prochains cahiers des charges d'appel d'offres à pouvoir organiser des pénalités si ce qui est fourni ne correspond pas à ce qui est demandé. Et les eurodéputés ont voté hier pour saisir la Cour européenne de justice pour examiner l'accord en Mercosur, ce qui pourrait retarder sa mise en œuvre. Vous vous en souvenez sans doute, le 15 janvier au soir, le bateau de pêche Santa Ana Maria s'échouait sur les rochers au Sable d'Olonne au niveau de la plage des Présidents. À bord, 7 marins élitreliés dans la nuit, indemnes malgré le choc. Depuis, le bateau est toujours bloqué sur place, fortement endommagé par la houle. Il est sous étroite surveillance. Plusieurs opérations ont été réalisées pour retirer le fioul se trouvant à l'intérieur et le sécuriser. Une opération d'évacuation du bateau par voie terrestre est en cours de préparation par l'armateur. En attendant, les curieux sont nombreux à venir voir ce bateau échoué, comme nous l'indique Anaïs Escalona. Des démineurs venus de Brest sont intervenus hier après la découverte d'un obus. À proximité du bateau, il pourrait s'agir d'un engin de la Seconde Guerre mondiale mis au jour lors des mouvements de sable pour stabiliser l'épave. Le chalutier, échoué depuis le 15 janvier sur les rochers de la côte sablaise, sera donc bien démantelé dans les prochaines semaines. Le maire des Sables d'Olonne, Nicolas Chénéchaud, confirme que l'évacuation se fera par voie terrestre, sous la responsabilité de l'armateur. En attendant, le navire a été solidement amarré. Sur place, l'échouage continue de provoquer de nombreuses réactions. C'est tellement exceptionnel, c'est pas prévu. Et puis il y a des conditions météo qui font que c'est pas facile non plus. Il y a des choses qui m'intriguent, parce qu'on le voit quand même très très proche des berges. Et du coup, on se pose toujours la question comment que c'est possible qu'un gros bateau arrive si près de la côte. Donc voilà, c'est aussi par curiosité un petit peu, oui. Alors donc nous, on est de Bretignolles-sur-Mer et puis on a entendu ce matin à la radio qu'il y avait un bateau de pêche échoué au Sable d'Olonne. Et comme on était de passage ici, on s'est arrêté pour voir. Voilà, c'est une première pour nous. Certains évoquent des odeurs de fioul sans pollution visible. Sinon, le ressenti, on a senti un peu des odeurs de mazout, de gazole. Excepté ça, il y a eu du monde et on a les informations par la radio ou par la presse locale. Apparemment, le bateau serait démantelé. On ne sait pas quand. Le démantèlement se fera directement depuis la plage. Des appels d'offres sont en cours pour confier l'opération à des entreprises spécialisées. Enfin, la mairie et la sous-préfecture n'ont pas souhaité s'exprimer. Un communiqué de la préfecture est pour autant attendu prochainement pour préciser la suite des opérations. Ce dimanche 25 janvier, le Cinémon à Saint-Jean-de-Mont propose la projection du documentaire Soleil cannibale, suivi d'un débat consacré au handicap et au rôle des aidants. Le film plonge le public dans le quotidien de Marine, atteinte d'une paralysie cérébrale. Dominique Camélia Hervoué, sa mère, est présidente de l'association Regard Ouvert, qui souhaite mettre en avant le rôle des aidants. Ce rendez-vous s'inscrit dans un programme communal avec un groupe de travail dédié à l'insertion et au handicap. L'intérêt, c'est de voir les différents métiers en fait qui peuvent graviter autour d'une personne avec une forte dépendance, mais avec des actions très complémentaires les unes des autres qui font que cette personne va pouvoir continuer à être stimulée au niveau physique, au niveau social, au niveau éducatif et même jusqu'à l'artistique. Et de montrer que c'est possible de prévoir un maintien à domicile, même si c'est une organisation complexe, et que ça peut être très profitable à la personne en situation de handicap concernée. Et il nous paraît vraiment intéressant de montrer la vie non seulement de cette jeune fille qui est handicapée, mais également de l'aidance, parce que l'aidance, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur pour les familles de tout organiser autour du handicap. Souvent ce sont des mamans, souvent des mamans solo, souvent des mamans qui sont obligées de laisser leur travail parce qu'il n'est pas possible de tout faire. Et voilà, il nous paraissait vraiment important de pouvoir montrer le quotidien de ces familles.
C'est la fin de ce journal. On refait maintenant ensemble un point sur votre météo de ce jeudi avec ce matin des averses qui sont présentes sur l'ensemble du département. Comptez 7 à 9 degrés si on se concerne donc les températures dans l'après-midi. Et les températures seront encore un peu plus douces avec 10 degrés dans les terres et 12 degrés sur le littoral. Et vous allez le voir, des éclaircies vont faire leur apparition à partir du littoral vendéen. Je vous rappelle que le département est toujours placé en vigilance jaune pour vague submersion aujourd'hui. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, nous revenons sur les vœux des chambres interconsulaires. La chambre de commerce et d'industrie, celle des métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture font chaque année leurs vœux ensemble en même temps. À cette occasion, nous avons rencontré Éric Coutan, le président de la chambre d'agriculture de la Vendée, pour faire avec lui le bilan de l'année 2025. Le résumé de l'année qui est derrière nous, c'est que sur la partie plutôt animale, les cours ont été plus soutenus et qui étaient attendus depuis tant d'années. Et puis après, il y a la partie côté céréales où en fait les prix des céréales ont complètement dégringolé. Donc il y a un très gros sujet auprès de nos collègues céréaliers. Pour faire pousser des plantes, il faut de l'eau. Il faut savoir la stocker quand elle est plutôt abondante. Donc le scénario du GIEC nous dit clairement qu'on sur la façade atlantique, on va avoir des épisodes où en fait au global on n'aura pas forcément moins d'eau, mais quand ça viendra, ça va venir fort. Et donc ça a été très matérialisé, et souvenez-vous, il y a 2 ans, dans les marais du sud Vendée qui étaient complètement inondés. Et en même temps, on est dans l'incapacité de stocker ces volumes d'eau-là. On ne demande pas de stocker tout ce qui tombe. C'est quelques pourcentages qui pourraient être stockés pour en fait assurer les étés secs et puis du coup approvisionner plus sereinement nos élevages et faire aussi tout ce qui est végétal spécialisé. Donc il y a un vrai enjeu autour du stockage de l'eau. Il y a un très gros sujet qui est sous-estimé. Alors oui, il y a les assises sanitaires au niveau national. Moi je considère que ça va pas assez vite. C'est vrai que c'est des sujets de spécialistes, mais il faut vraiment qu'on arrive de trouver des dispositifs d'accompagnement technique pour lutter techniquement contre ces virus. Et là, on a besoin de nos vétérinaires, on a besoin des chercheurs, on a besoin de gens qui vont nous aider à comprendre encore plus, qui vont nous aider à avoir les bons protocoles. Première chose. Et deuxième chose, c'est les protocoles d'accompagnement. Parce que quand vous avez un virus qui arrive dans votre exploitation, et on a le cas avec l'influenza en Vendée, c'est pas une crise économique, c'est pas on vend pas bien, c'est qu'on ne vend pas du tout. C'est l'arrêt. C'est l'exercice de notre métier qui devient trop difficile, avec des règles qui disent tout et leur contraire au final. Il faut vraiment qu'on arrive de sortir de ces règles qui contraignent les agriculteurs dans l'exercice de leur métier. Et en fait, on nous dit que ça arrête, mais moi j'ai l'impression que ça continue toujours à avancer. Et là, il va falloir quand même des signaux extrêmement forts, je dis bien extrêmement forts du côté de l'État, sur ces règles, sur toutes ces normes, qui au final ne contribue pas à produire notre souveraineté alimentaire. C'est la plus grande fabrique à importation quand on fait ces choses-là. Donc il y a besoin de libérer les agriculteurs de ces sujets-là pour faire en sorte que on puisse vraiment se consacrer à notre métier, à ce qu'on sait faire. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc au bilan de l'année 2025 de la Chambre d'agriculture de la Vendée. Il est temps maintenant, comme tous les jeudis, de prendre ensemble un petit café associatif. Et cette semaine, Jeanne Bell prend donc son café du côté du Boupère pour parler de la revue du Boupère. Vous connaissez ce genre théâtral qui associe musique, danse et sketch et qui fait souvent la satire de différentes personnalités contemporaines et de l'actualité. Eh bien, au Boupère, c'est depuis les années 50 que la revue est organisée par l'association Oasis avec un spectacle qui a lieu tous les 2 ans et c'est cette année pour la prochaine fois. 25 soirées sont prévenues avec à chaque fois 2h30 de spectacle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique Asso. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la revue du Boupère 2026.
La revue du Beau-Père est portée par l'association Oasis qui existe depuis 75 ans. Donc c'est une grande institution Beau-Père depuis très longtemps. Et donc là, la revue 2026, on la prépare déjà depuis... on a commencé les premières réunions depuis 1 an. Voilà. Donc ça a commencé par des premières réunions pour cadrer le spectacle. Et ensuite, petit à petit, les auteurs ont intégré les réunions. Et puis ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, la dernière répétition générale avant la première demain. Jusqu'à fin mars, comédiens, danseurs et musiciens seront là tous les week-ends. Il y a 150 bénévoles. Donc tous ces gens-là sont répartis dans différents services. On a forcément les acteurs, les actrices sur scène, les danseuses et les musiciens, mais on a toutes les personnes qui sont dans l'ombre. Donc on a les machinistes, les couturières, les gens de la régie, les services au bar, à l'accueil. Donc tout ça, ça représente une grosse équipe de 150 personnes qui sont là déjà depuis 1 an à préparer le spectacle. Surtout, on s'amuse, on connaît et c'est parti. Éclatez-vous. Oui, on est 45 sur scène, il y a 7-8 danseuses, une douzaine de musiciens, une vingtaine d'acteurs, voilà. Et puis une vingtaine de machinistes aussi. On a tout un staff artistique, nous on est là les représentants, mais en fait on n'est pas seul à avoir réfléchi à ça. On a 3 chorégraphes, on a 10 auteurs, et on a et toutes les équipes en fait, avec Clémence, nous avons assisté à chacune des réunions de chacune de ces disciplines, et ensemble en fait, on a construit ce spectacle, on a aiguillé parfois les auteurs sur des thématiques qui nous paraissaient plus intéressantes. On a vraiment accompagné l'écriture des textes, et par contre on a laissé carte blanche un peu à nos chorégraphes, et puis ensuite on a porté la dramaturgie tous ensemble pour qu'elle puisse se servir le même projet. Toute une équipe artistique qui a travaillé avec nous, qui a réfléchi à qu'est-ce qu'était une revue en 2026, quelles évolutions on pouvait apporter et vers quelle énergie de groupe et de troupe on pouvait avancer tous ensemble pour proposer un beau spectacle à nos spectateurs. C'est casser les codes un peu du théâtre, c'est moins de fermeture de rideau, amener de la surprise, amener de l'humour et amener plus de mixité, ne pas forcément laisser les gens dans les talents qu'ils savent montrer au public, mais peut-être les amener vers d'autres disciplines, pourquoi pas faire du théâtre à des danseuses, de faire chanter des comédiens. C'est vraiment que toute la troupe participe entièrement ensemble à ce beau projet. C'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche ici. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Merci Jeanne pour ce café associatif du jeudi matin et cette belle découverte donc de la revue du Beau-Père. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Vivez la Vendée. Aujourd'hui, Anaïs Escalona va à la rencontre d'un jeune agriculteur vendéen pour comprendre son quotidien. Rencontre donc avec Charles, jeune éleveur de brebis installé à Château-d'Ibert. Ouais, l'administratif, ça revient souvent quand on veut être agriculteur, j'ai l'impression. On n'est pas souvent, on n'est pas que dans les champs évidemment, moi j'aimerais bien, mais on a toujours aussi cette grosse partie administrative évidemment, donc que ce soit toutes les déclarations opaques, les déclarations d'épandage, on a quand même beaucoup d'administratifs. Si plus je dois compter, que dans d'autres pays, c'est ça que tu veux dire ou... Je sais pas comment ça se passe chez les autres, et ça ne m'intéresse pas forcément pour l'administratif en tout cas on va dire, mais c'est vrai que nous on a quand même une grosse partie. Si je dois compter mon temps de travail, je dois avoir au moins un gros tiers qu'on passe souvent dans les bureaux à faire ce soit un petit peu de la comptabilité ou au moins à essayer de suivre un petit peu notre exploitation. Est-ce que ça tu l'apprends par le biais de tes études, justement on vous forme à ça évolue dans ce sens-là, ou c'est des choses que tu apprends sur le tas? On est quand même formé, on est sensibilisé à ça, surtout le BTS Axe, comme j'avais dit tout à l'heure quand je l'ai fait, on avait déjà toute une partie un peu juridique, on est déjà préparé un petit peu à faire toute cette gestion-là, évidemment. Puis après, le BTS Axe ne prépare pas qu'à l'installation, il prépare aussi pour des métiers de banque ou dans les centres de gestion aussi, qui sont aussi des gens qui nous accompagnent, tous les comptables. Et donc rendez-vous aujourd'hui sur TV Vendée pour découvrir ce nouveau numéro de Vivez la Vendée. On passe maintenant à Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont des places pour le spectacle Flagrant Délire, joué par les Baladins de la Médecine le 31 janvier. Et le 1er février prochain à Montaigu-Vendée, il y a au total 10 lots de 2 places à gagner, donc 10 gagnants cette semaine, 5 lots de 2 places pour le 31 janvier à 20h30 et 5 lots de 2 places pour le 1er février à 15h. Lorsque vous jouez sur le site, vous pourrez cocher le jour que vous préférez pour remporter donc ces places, mais il vous faut trouver d'abord la réponse à la question que voici. Quel skipper tente actuellement de battre le record du trophée Jules Verne à bord d'un bateau parrainé par une entreprise vendéenne? Et voici l'indice du jour, 4e indice de cette semaine. Il a déjà tenté, ce skipper, à plusieurs reprises de décrocher le trophée Jules Verne et il détient déjà plusieurs records en solitaire et en équipage. Je répète, il a déjà tenté à plusieurs reprises de décrocher le trophée Jules Verne et détient plusieurs records en solitaire et en équipage. Nous serons dans le week-end si oui ou non, eh bien ce skipper va réussir ou pas à battre le record du trophée Jules Verne, mais je ne vous en dis pas plus. Vous avez jusqu'à demain à midi pour tenter votre chance. Rendez-vous, vous le savez, sur tvvendée.fr où vous retrouvez la question et l'ensemble des indices. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve bien sûr à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Et concernant la matinale, rendez-vous bien sûr demain à partir de 7h. Passez une excellente journée donc à toutes et à tous devant TV Vendée bien sûr.